C'est le palmarès tant attendu par tous les fins gourmets. Le guide Michelin 2020 est en train, en ce moment même, de dévoiler ses étoiles et met le monde de la gastronomie en ébullition. Bonsoir Sophie Brissot. Bonsoir Caroline. Vous êtes critique culinaire, vous dirigez la collection Signature autour de grands chefs, c'est aux éditions Flammarion, ça fait plus de 20 ans que vous arpentez les cuisines des grands restaurants. La remise des étoiles a lieu cette année dans un climat houleux, on va en reparler, il y a ceux dépités qui perdent un macaron, il y a ceux qui décrochent le sésame aux yeux, à la barbe, des plus grands, bref c'est un peu Dallas au pays de la fourchette. Les étoiles sont donc en train d'être distribuées en ce moment, je le disais. On a découvert cette année une nouvelle catégorie qui vient tout juste d'être annoncée. C'est la catégorie gastronomie durable, une sorte d'étoile verte qui serait en fait un label qui est décerné à une cinquantaine de restaurants. En quoi consiste-t-il ce label exactement ? Bien, c'est un label qui distingue les restaurateurs, les chefs, qui font preuve d'une démarche écologique, qui tiennent en compte leur environnement, qui travaillent, qui s'approvisionnent en circuit court, qui privilégient les ingrédients français et qui, d'une manière générale, ont une démarche écologique. Une façon d'être dans le coup pour le guide Michelin ou une vraie volonté ? Alors c'est complexe parce que oui, bien sûr, c'est une façon d'être dans le coup, mais en même temps, on peut se dire qu'on ne peut pas ne pas prendre cet aspect en considération maintenant. Et je crois que tout le monde le fait, tout le monde le ferait. Il y a une dizaine d'années, peu de chefs avaient leur jardin potager, mais maintenant, à moins d'être en ville, et même en étant... Alors, ceux qui ne sont pas en ville ont leur potager, et ceux qui sont en ville en ont un à l'extérieur de la ville. Comme Alain Passard, d'ailleurs. Alain Passard a été le pionnier. 628 tables étoilées cette année, ça on le sait déjà, 18 nouvelles étoiles à Paris, et beaucoup de jeunes chefs qui sont en train d'être primés. Ça, c'est une vraie tendance. Oui, alors ça, je trouve que... Combien d'étoiles avez-vous dit à Paris ? Oui, 10 nouvelles. 10 nouvelles, ouais. c'est beaucoup. 18 même. 18, mais 18, c'est bien. C'est bien, c'est un vrai progrès. Là. C'est un vrai progrès, et surtout, concernant de très jeunes chefs, enfin des jeunes chefs, on est loin de l'image du vieux briscard de la gastronomie qui truste un petit peu le milieu. Bah, il y a longtemps eu... On a longtemps cru voir une tendance qui laissait de côté les jeunes chefs. Il y avait des jeunes chefs qui se plaignaient, pourquoi j'ai pas d'étoiles, pourquoi je suis pas distinguée. Mais là maintenant, on commence vraiment à faire attention à eux. Prenant d'ailleurs la suite du mouvement bistronomique, c'est un peu une prise en considération d'une tendance qui existe depuis une dizaine d'années. Et puis quant au vieux briscard, c'est vrai qu'il y a un renouvellement, on remarque un renouvellement, mais les jeunes chefs d'aujourd'hui sont les vieux briscards de demain. Ça, c'est vrai. Alors, le restaurant de Paul Bocuse, près de Lyon, perd, lui, sa 3e étoile. Oui. Ça a fait l'effet d'une déflagration, beaucoup de personnes scandalisées. Oui. Est-ce que vous pensez que c'était justifié ou pas ? Je pense que... personnellement, j'ai jamais trouvé la cuisine de Collonges formidable. Je pense pas personnellement que ça valait 3 étoiles. Je préfère les brasseries de Bocuse, par exemple, dans la ville de Lyon. Qu'est-ce qui expliquait justement que cette table ait conservé ces 3 étoiles pendant des dizaines d'années ? Est-ce que c'était le statut d'icône aussi ? Oui, c'était un statut d'icône carrément. Oui. Et tout le monde s'accordait là-dessus, ça ne choquait personne. C'était un statut d'exception. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul statut d'exception dans le Michelin, au Michelin. Service rendu à la gastronomie, Bocuse a beaucoup compté. Alors il est un peu président à vie et même après vie, puisque les 3 étoiles sont restées après son décès. Alors, on voit bien que ça scandalise, mais pour d'autres cas aussi, des grands chefs qui perdent leurs étoiles, ça peut créer des psychodrames. On en voit encore s'en plaindre sur Internet. Florent Laden, qui vient de perdre son étoile, qui s'est confié en disant « Je me sens très con face à l'investissement de mes 15 gars, de ne pas pouvoir leur expliquer pourquoi ». Il y a eu Marc Vera, le chef chapeauté, qui a intenté un procès. Ça fait 100 ans que le guide existe. Il y a toujours eu des étoiles qui sont décernées, qui sont retirées. Comment est-ce qu'on explique que ça secoue autant ? Ça secoue autant parce que ça crée quand même un système de dépendance affective et matérielle pour les chefs. Une sorte d'asservissement, vous dites. Oui. C'est une forme d'asservissement, oui. Et c'est très ambigu, c'est très ambivalent parce que les mêmes chefs... je ne pense pas spécialement à Florent Laden, bien qu'il ait quand même écrit 3 pages
pour dire qu'ils se fichaient du Michelin et que c'était pas important, mais c'est quand même 3 pages. Alors, faudrait savoir. Vous pensez qu'ils sont trop dépendants de Et ces étoiles, les grands chefs? c'est une relation d'amour et de haine. Quand ça marche pour eux, ils comprennent, ils trouvent ça normal. Ou ils s'étonnent peut-être un peu, mais en gros, ils ne remettent pas en cause le fonctionnement. Mais dès qu'ils commencent à perdre une étoile, tout d'un coup, ils mettent le système en question. Et ça vient aussi du fait qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Alors ça, c'est le fameux système de notation. Certains chefs disent qu'il est complètement opaque. Oui. C'est vrai? Je crois qu'il est très opaque. Pourtant, il est censé s'appuyer sur des critères objectifs. Ces critères objectifs sont, disons la qu'ils sont... l'alliance des saveurs. Oui, ils sont en regard, en fait, 1, 2, 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, ça correspond à des descriptions très particulières. Je ne les ai pas en tête particulièrement. On ne connaît pas, certains disent oui, mais on ne sait pas, tout se fait de manière anonyme, on ne sait même pas si finalement ceux qui viennent tester les plats sont vraiment venus. Est-ce que ça, c'est un doute qui est justifié? Je pense que si des chefs posent la question, ils ont des raisons de se la poser. Mais je pense aussi que les politiques d'investigation, les politiques de recherche pour le Michelin, et aussi les régions qui sont ciblées, les chefs qui sont ciblés, ça dépend aussi des périodes, ça dépend de qui est à la direction, ça dépend des diverses politiques. Pour revenir sur ces étoiles, vous dites que ça provoque l'effet inverse à celui attendu en cuisine. Vous parlez carrément d'effets stylistiques navrants dans les assiettes. Pourquoi est-ce que ça aurait un effet délétère sur ce qu'on mange ou ce qui est proposé? Je dirais pas navrant, je dirais... non, je pense plutôt à une certaine uniformisation de la cuisine gastronomique que l'on voit beaucoup en France, mais qu'on voit aussi un peu à l'international, parce que pour obtenir des étoiles et pour les garder, on se conforme à un certain style culinaire qui est très tiré au cordeau, qui commence à être un peu répétitif, qui peut même être jugé comme ennuyeux. Moi, quand je veux manger et quand je veux vraiment m'éclater en mangeant, je vais en général pas dans un étoilé. Et c'est pas forcément d'ailleurs la faute du Michelin. C'est peut-être de la part des chefs, ils aspirent à ces distinctions, alors ils se disent voilà, il faut que je fasse ceci ou cela. En se contraignant, en même temps finalement moins créatif aussi. C'est quoi la solution? Refuser les étoiles? On voit que de plus en plus de chefs, comme il y a 3 ans, le grand chef Sébastien Bras a demandé à ne plus figurer dans le guide. Oui, c'est pas un cas isolé. Oui. Je connais alors lui, on en a beaucoup parlé parce que c'est quand même un 3 étoilés. C'est un des grands restaurants du monde, la Maison Brasse. Mais je connais un certain nombre de chefs qui délibérément ne veulent pas être dans le guide et dont les restaurants sont pleins tout le temps. Les ventes du guide dégringolent depuis une dizaine d'années, moins 70% en 12 ans. Quelle est la stratégie à l'avenir pour le guide Michelin pour continuer à exister? Il faut se faire une place dans le maquis de tous ces classements qui existent maintenant partout. Je pense que c'est ce qu'ils essaient de faire maintenant. Par exemple, c'est un symbole, mais en retirant une étoile, pourquoi ils ont retiré une étoile au restaurant de Bocuse? Je pense que c'est pas vraiment pour la cuisine, c'est parce qu'ils veulent lancer un message. À partir de maintenant, on va juger à partir de la cuisine et il y aura plus d'arrangement. En tout cas, que ce soit vrai ou faux, c'est le message qu'ils veulent faire passer. Et il y a aussi une expansion à l'étranger, la conquête de nouveaux marchés. Ils comptent beaucoup là-dessus. Comme où, par exemple? En Asie, beaucoup en Asie. En Asie, en Chine, en Corée, au Japon. Ça a commencé par le Japon, je pense. Eh bien, merci. Merci Sophie Brissot, critique culinaire, diriger la collection signature autour de grands chefs aux éditions Flammarion. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée aux élections municipales. Hier, Emmanuel Macron a tenté de mettre fin au psychodrame qui divise son parti en priant Cédric Villani de se rallier à Benjamin Griveaux, le candidat officiel à la mairie de Paris. Il n'en est visiblement pas question. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Villani s'accroche, ça se complique en Macronie ». Bonne émission à vous.